Le professeur Patrick Makala nous a parlé l'autre fois sur le développement de base. Nous avons pensé au secteur agricole et ce soir, il nous fait encore le plaisir d'être l'invité de cet entretien. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs, de tirer votre attention sur ce grand magazine. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jean-Luc. Vous vous portez bien aujourd'hui? Oui, mais je l'espère aussi pour vous. Merci. Un petit mot pour les téléspectateurs qui suivent ce magazine. Je voudrais qu'ils suivent votre station et qu'on puisse échanger des idées. Oui. Et, en fait, mon souhait, c'est qu'ils réagissent souvent après les émissions pour que ça passe même en direct avec des questions s'il le faut. Oui. Ouais. Nous allons organiser ça pour que ça passe en direct, mais pour l'instant, qu'ils se contentent d'abord de cet entretien. Nous allons évoluer très prochainement. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons rester dans le cadre du développement de base, continuer à parler de ce secteur agricole et rural dont vous êtes chercheur. Vous avez apporté beaucoup d'idées autour de cette question. Mais aujourd'hui, parce que la fois passée, nous avons parlé de la politique qui manquait à la République pour que ce secteur agricole et rural soit développé, nous voulons parler de la question, de cette question politique. Est-ce que le professeur Makala aujourd'hui pourra dire à nos téléspectateurs quelle politique lui envisage par rapport à ce secteur pour son développement? Oui, merci pour cette question. On avait suffisamment parlé de la politique et au point que vous avez même posé la question de l'explicité. Oui. S'agissait-il des stratégies, des programmes, des plans, etc., etc. Et aujourd'hui, nous revenons pour que vous me disiez, avez-vous une politique à proposer? Oui. Et c'est plus simple. Je pars même du concept que j'ai développé sur ce qu'on entend par la politique par rapport à la politique agricole. Je ne vous amène pas les définitions de l'université, d'un universitaire, mais je vais le faire d'une manière concrète pour que vous puissiez comprendre que pour moi, ce n'est pas la politique qui manque, mais elle est absente. Ok. Ouais. Vous voyez cette nuance? Ouais. Pour moi, le pays n'a pas de politique agricole. Avant que j'arrive à dire voilà la politique qu'il faudrait faire, je peux procéder par un questionnement. Est-ce que dans ces pays, pour parler de la politique agricole, avez-vous vu le code agricole? C'est des questions que vous allez répondre vous-même. Je ne vous les pose pas. Exactement. Et j'essaie de concrétiser ce que je voudrais dire en vous répondant indirectement. Que celui qui me dit le pays a un code agricole depuis 60 ans me contredise. Est-ce qu'il y a une loi, même s'il n'y avait pas de code, il y aurait quand même une loi d'orientation agricole ou du développement rural? Dans certains pays, on parle de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Oui. Parce que l'agriculture dans notre pays est conçue aussi comme englobant non seulement tout ce qu'il y a comme plantation agricole, production agricole, mais aussi tout ce qui provient de nos rivières, la pêche, et de notre fleuve, et même ce qui vient de l'élevage. Tout cela, on prend d'une manière globalisée
comme étant l'agriculture. Il n'existe dans ce pays qui a vu l'avènement de l'état de droit, il n'existe pas de code agricole ni de loi d'orientation. La deuxième chose que je voudrais vous démontrer pour dire qu'il y a l'absence de politique agricole, est-ce que nous avons une vision? La vision, je ne vais pas aller dans des définitions, je me suis interdit d'aller dans des définitions de type universitaire, mais la vision comprend entre autres les aspirations de tout un peuple. Quelles sont les aspirations de notre peuple au niveau de l'agriculture, du développement rural, de la foresterie, etc., etc. Est-ce que nous ne vivons pas, 60 ans après l'indépendance, la dépendance totale dans ces domaines, aussi bien sur le plan de la nourriture que de nos marchés et même de nos produits essentiels? Et ces aspirations qui traduisent la vision peuvent se traduire par une planification. La planification concertée, comme je l'ai dit la fois passée, pouvait commencer par des plans provinciaux, plans agricoles provinciaux. Des tentatives ont été faites. Ouais. J'y ai contribué à un certain moment, mais ces tentatives sont devenues, comme je l'ai dit la fois passée, lettres mortes. Donc, le plan indique avec des critères, des paramètres précis. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que le Congolais, d'une manière tout à fait populaire, on dit, il ne mange pas à sa faim. Oui. Mais manger à sa faim se traduit dans des paramètres. On peut dire, un homme, une femme, un enfant, pour vivre, doit avoir 2300 calories. Mais pour les avoir, ça signifie qu'il a mangé matin, midi et soir. Oui. Et il doit avoir des protéines. Oui. Alors, qui se calculent en termes de kilos, en termes de grammes. Est-ce que nous avons défini que à partir des mesures incitatives à court terme, le Congolais peut manger à sa faim en 2022, par exemple? C'est-à-dire qu'au moins 50%, 60% des Congolais devraient avoir autant de calories après des enquêtes qui seraient menées. Et c'est une éducation. On peut dire, on va sortir ce peuple de la faim, de la misère. Vous savez, les contestations parfois qui deviennent dramatiques, c'est par rapport à la nourriture. Quand quelqu'un n'a pas un revenu conséquent, alors que ces revenus pouvaient provenir de l'agriculture. C'est comme on dit, le ventre affamé, la pointe d'oreille. C'est parfois des contestations, comme on l'a vu au Sénégal, qui ont bougé le gouvernement. Et parmi les paramètres, on dit, on va scolariser. Bon, je ne vais pas aller dans l'enseignement parce qu'on a déjà pris des mesures dans le sens de voir nos enfants en primaire qui ne payent pas. Étudier gratuitement. Mais quelle est la part de l'enseignement agricole? Combien d'ingénieurs nous voulons avoir? Combien de moniteurs agricoles nous voulons avoir? Combien d'encadreurs nous voulons avoir? Et cela inséré dans le plan d'exécution de l'agriculture d'une manière concertée entre l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement universitaire et le secteur de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement. C'est là que je parle. Le deuxième palier de la vision, après la vision, je vous parle de plans. Oui. Mais les plans qui ont donné ces indications, pour parler simple, doivent se traduire par des programmes. Il doit y avoir des programmes agricoles, programmes de développement rural. Dans les programmes agricoles, on aurait programme d'élevage, programme, excusez-moi d'aller très rapidement aujourd'hui, on pourrait avoir programme de pêche. Oui. J'y mets le programme de la foresterie pour qu'on ne soit pas surpris. Vous comprenez? Alors, tous ces programmes, dans leur exécution, se traduisent finalement dans des projets. Okay. Parce qu'il y a une différence entre programme et projet. Oui. Le projet étant un élément d'un programme. Cela se ferait à partir de la base, ce qu'on appelle base aujourd'hui dans la décentralisation, je reviens à ce que j'avais dit, c'est justement nos provinces qui constituent nos bases naturelles. Oui. Alors, et quand on parle province, agriculture, développement rural et élevage, c'est des paysans et des éleveurs. Et ils sont à combien? Quel outil ils ont?
tous ces indicateurs traduits dans des programmes devenus projets, on pourra alors parler des projets d'eau, projets de distribution des intrants agricoles ou de fabrication, etc., etc. Mais tout cela budgétisé. Okay. Il y a une budgétisation. Okay. Et cette budgétisation, c'est l'ensemble des moyens que le gouvernement a prévus à court, moyen et long terme à affecter à ces secteurs. Soit dit en passant, sauf erreur de ma part, les secteurs de l'agriculture et du développement rural combiné n'ont que 3 à 4% comme part au budget national. Vous allez nourrir 100 millions avec 2, 3 voire 4%. Quand on s'imagine qu'au Congo, notre population augmente dans une proportion de plus ou moins 3,2% là, et qu'on affecte au budget 2%, les déficits alimentaires est criant. Mais prof, je veux vous paragrapher un peu en posant cette question. Oui. Parce que vous avez parlé de l'absence de la politique. Oui. Mais vous pensez que tout ce que vous dites là, en expliquant cette politique, vous pensez que c'est des choses qui existent, mais qui ne sont pas pratiquées, c'est ça? Avant de répondre à votre question, parce que vous m'avez coupé, il faut que je termine avec le cheminement de ma pensée. Je vous en prie. On était à une vision que j'ai explicitée, au plan, au programme, au projet. On est aux moyens financiers, mais il y a le contrôle et l'inspection pour que cela ne soit pas dilapidé. Et il y a toujours des évaluations qu'on fait. Il y a des politiques d'évaluation dans tous les pays. Et cela est vrai. D'autant plus vrai pour le secteur agricole que pour d'autres secteurs. En fait, je voulais conclure en disant, c'est ce qu'on appelle le management moderne dans la gestion, le management du développement. Maintenant, vous m'aviez posé une question et vous passez à une autre question. Vous m'avez d'abord demandé s'il y avait une politique. Je vous ai dit, je vous réponds indirectement par vous montrer un schéma. Ce schéma n'est pas théorique. Ce schéma est pratique. Et il se fait dans tous les pays. Il est partie prenante de la gouvernance moderne. Nous pouvons comprendre par votre réponse que ça n'existe pas au Congo, parce que nous avons vu les conséquences y sont aussi. Dire que ça n'existe pas, ce serait trop exagéré, parce que je vous ai dit la fois passée, j'ai toujours la suite de mes idées, nous sommes l'un des pays où des documents de programmes ou de politiques agricoles sont les gens, pour utiliser les termes religieux. Et toutes ces idées se trouvent éparpillées dans des documents, mais ne connaissent pas d'exécution ni de suite logique. Pourquoi? N'ayant pas la loi d'orientation, n'ayant d'ailleurs qui devait soutenir un code dans le domaine, mais chaque gouvernement qui vient a l'impression de recommencer. Il fait table rase de ce qui a été fait. Je vous ai donné cet exemple de la réforme. Au lieu que les autorités nommées fassent un état des lieux, reprennent là où les autres s'étaient arrêtés, eux, ils viennent avec leur stratégie à eux. Et le plus souvent, ces stratégies n'aboutissent qu'à se remplir les poches. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une déclinaison, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas un schéma, il n'y a pas une continuité. La fois passée, je n'ai pas exagéré en disant que lorsqu'on évoque la politique agricole commune en Europe, mais cette politique agricole commune, elle est exécutée par chaque pays selon les réalités de ce pays. Et le gouvernement de ces pays-là, quand on nomme des autorités, eh bien, ils suivent ce qui a été déjà tracé. Le problème, c'est d'être dans continuité de la gestion. Il y a une continuité de l'action de l'État. On ignore. Alors, je vais paraphraser une dame qui a été et qui est encore restée leader en Allemagne, qui disait, mais il ne faudrait pas venir nous dire que vous ne savez pas comment avancer, parce qu'avant qu'on vous nomme, on suppose que vous aviez déjà la vision et le plan du secteur. Tous ces tâtonnements font que certaines choses existent. Elles sont d'ailleurs faciles à exécuter. Mais parce qu'on n'emmène ni vision, ni plan, ni programme, et on n'est même pas capable de savoir que
j'ai parlé des moyens. Oui. Les Congolais aiment dire nous n'avons pas d'argent. C'est le langage de journaliste, excusez-moi, qui reprend aussi ce qu'on dit par notre grande chaîne. Je ne vais pas la citer. Oui. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'argent, comment il ne peut pas y en avoir? Parce qu'en fait, c'est l'homme qui doit produire oui. Et qui doit arriver à transformer tout ce qu'il a en actifs financiers. Mais en parlant de tout ça, professeur, oui. Nous avons un ministère pour ce secteur-là, agricole et rural. Est-ce que vous êtes en contact avec le ministère pour pouvoir faire toutes ces propositions, sensibiliser et puis les encourager oui. à suivre en réalité ce que vous dites ici sur notre plateau de télévision? Oui, mais vous savez que les produits de recherche ne nécessitent pas nécessairement un contact. Moi, je vous donne un certain nombre d'idées oui. provenant de recherche et recherche qui n'est pas fondamentale, mais recherche appliquée. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en sorte? Oui, c'est-à-dire quand vous avez déjà fait vos recherches et que les personnes habilitées n'ont pas l'information, vous ne voyez pas que c'est aussi une manière de blocage pour que ce secteur... Mais c'est la raison, vous êtes là. Oui. Vous diffusez l'information, il appartient à des personnes concernées. Nous sommes des personnes ressources. Oui. On ne va pas toquer à la porte. Les gens... Je voudrais pas faire ma publicité, oui. mais je voudrais aussi vous avouer que si je parle en connaissance de cause, c'est parce que j'ai mené une double carrière, une triple carrière d'ailleurs, d'enseignant que je suis, oui. d'agent de la fonction publique ayant œuvré pendant plus de 30 ans au ministère de l'Agriculture, mais aussi des chercheurs sur le terrain où j'ai participé à la conception de grands projets. Et qu'est-ce qu'il faut? On ne va pas, à notre âge, à notre degré de formation, toquer à la porte. Parce que même ceux qui sont là, même des personnes qu'on prend comme des conseillers, est-ce qu'on les écoute? Et je doute fort que le gouvernement actuel, comme le gouvernement passé, je doute fort qu'un ministre, je ne parle pas seulement du ministre de l'Agriculture, en général, oui. nous savons ce qui se passe au niveau des personnes qu'on nomme conseillers ou conseillères dans des ministères. Dans les cabinets. Et c'est généralement, je ne suis pas venu ici pour critiquer les gens, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés pour égratigner les partis politiques. Oui. C'est un monsieur qui vient pour satisfaire les besoins en chômage de certains partis politiques. Oui. Et du directeur du cabinet jusqu'à peut-être à un chargé de mission, on veut satisfaire le grand nombre. Mais la qualité n'y est pas. Je ne voudrais pas tomber dans cela, parce que nous avons une émission oui. qui donne le produit de recherche. Il peut y avoir des ministères qui font exception, mais la plupart du temps, ayons le courage de nous regarder dans oui. les yeux. Nos autorités ne prennent que les proches, parce qu'ils doivent résorber le chômage. Mais les produits des universités sont rarement oui. Suivis, oui. Même quand on apprend qu'ils existent. Moi, je vais vous dire que il y a tous les gouvernements qui se sont succédés au niveau du ministère de l'Agriculture. J'y ai laissé beaucoup d'écrits et j'ai envoyé même des écrits en disant oui. on peut, avec des cadres, nous avons, on va dire encore, voilà un fonctionnaire. Presque la quasi-totalité de nos ministères ont des fonctionnaires très compétents, très expérimentés et qui savent ce qu'ils font. Sont-ils mis à contribution? C'est ça la question. Oui. Mais je réponds avec réserve, je ne suis pas venu chercher de l'emploi pour les fonctionnaires. Nous savons oui. comment ça se passe dans ce pays, mais nous allons quand même nous encourager à pouvoir bien faire, mettre chacun à sa place, favoriser la méritocratie pour que les choses avancent et évoluent. Mais la question qui va se poser encore, parce que nous voulons rester un peu dans la politique avant d'aborder la question de la vision. Mais dans la politique, vous pensez aujourd'hui qu'avec tout ce que vous êtes en train d'expliquer, d'énumérer ici, il y a aussi un manque de volonté politique alors à appliquer toutes ces choses? Je ne vous le fais pas dire. Oui. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce que c'est un refus d'aller dans une direction? Le président Fachi parle du peuple d'abord, mais pour que le peuple se retrouve, il faudrait des gens qui ont la volonté de travailler, de
mettre à contribution leur savoir, leur savoir-faire pour le peuple. Vous savez, parfois, quand nous donnons cours, on dit aux étudiants, vous prenez un charpentier, vous créez des problèmes avec lui, quel est le premier instrument qu'il va prendre pour trouver une solution? C'est justement le marteau. Vous disputez avec un charpentier, il prend le marteau. Quand vous disputez avec quelqu'un qui sait bien nager au bord du fleuve, je crois qu'il va se sauver en se mettant dans l'eau à partir. Oui. Bon, cette image est susceptible de plusieurs interprétations. Donc, il faut mettre seulement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais la politique a ses impératifs. Et je ne suis pas redresseur de tort, je ne peux pas dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, il y a tel et tel et moi qui... Non, il y a des impératifs qu'il faut, mais ici, sachez de toutes les façons que l'agriculture, c'est un domaine multidisciplinaire, hautement technique et qui devrait être parmi les domaines stratégiques. Parce que la faim, comme vous l'avez dit, le ventre affamé n'est pas de rêve. On va dire non, ils sont en train de jeter des... on a créé une classe de ce qu'on appelle Kuluna, je ne sais pas, ce mot vient d'où, qui ont une facilité. On les taxe des inciviques. Quelqu'un ne peut pas mettre au monde un incivique. Mais il y a le minimum qui manque, c'est-à-dire l'éducation de base qui va avec la formation. Félicitons le gouvernement pour la gratuité de l'enseignement, qui va avec l'éducation morale et civique. C'est dans des écoles qu'on doit les faire. Et l'agriculture doit se retrouver non seulement dans la recherche à notre niveau le plus élevé, mais au niveau où sont parties les écoles secondaires agricoles. Il y en avait une, parce que moi j'ai vécu quand même longtemps à Kinshasa, ici à Yolo, qu'on appelait Agrovette. Allez voir ce qu'elle est devenue. On n'a pas intériorisé les vraies valeurs qui amènent les habitants à l'agriculture. Parce que dans la plupart des cas, je crois l'avoir dit aussi ailleurs et l'avoir écrit, on considère que le métier de l'agriculture, c'est le métier au bas de l'échelle. C'est ce que j'allais expliquer ici. Mais qu'est-ce que vous faites vous-même aussi en tant que professeur, en tant que chercheur, pour essayer de donner une place à l'agriculture dans notre société? Je ne voudrais pas savoir, si vous voulez, savoir si j'ai des activités agricoles. Je ne vous poserai pas cette question si ça vous concerne vous personnellement. Oui, mais écoutez, je suis dans le secteur de l'agriculture. Je ne voudrais pas me positionner à un niveau où on dit, bon, faites la déclaration de vos biens. Donc, nous ne sommes pas concernés. Moi, quand je parle de l'agriculture, vous avez constaté que j'en parlais avec passion. C'est parce que non seulement je suis fils d'un agriculteur, d'un paysan, mais j'ai fait mes études grâce à l'agriculture et je vis ça au jour le jour. Je vis la misère du paysan dans le domaine de l'agriculture au jour le jour. Ni les ONG ici chez nous, ni les associations des agriculteurs, ni alors des partenaires ne mettent pas beaucoup d'accent sur le travail du paysan, ni l'État. Comme je l'ai dit la fois passée, je ne vais pas répéter la même chose. L'État, c'est un facilitateur, je l'ai dit. Le partenaire vient investir, mais les paysans ont un savoir et un savoir-faire. La combinaison, je pourrais aller plus loin, m'a permis, par exemple dans ce domaine, de créer une approche. Cette approche, c'est une nouvelle approche de conseil agricole où on trouverait, et ce n'est pas de l'imagination parce que nous l'avons fait et ça a réussi, on trouverait l'investisseur dans un territoire, un partenaire étranger qui vient avec des projets, le représentant de l'État et les représentants des associations des paysans qui tracent un programme à la base et qui réussit et qui se sécurisent mutuellement. Ça peut se faire. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas parler de l'agriculture de l'Union européenne ni de l'agriculture de l'Amérique. Nous sommes dans un milieu où le paysan vit dans ce qu'on appelle le collectivisme. Pour le paysan congolais, il ne peut pas travailler sans dynamique communautaire. C'est la dynamique communautaire qui fait que le paysan produise. Il ne peut pas produire à titre personnel. Son investissement concerne tout un foyer, tout un clan,
tout un village. Est-ce que dans la conception des projets agricoles, est-ce que dans la conception des programmes agricoles, on prend cette donne? On la prend très rarement. Vous comprenez? Il n'y a aucun paysan qui est capable de vous dire non, le produit c'est pour moi. Au point que même dans la ville, nous vivons toujours la dynamique communautaire. Oui. C'est un élément capital dans la vision du développement de l'agriculture. Alors, professeur, vous allez permettre ici, parce que nous allons finir avec la politique avant d'aborder la question sur la vision. Nous voulons ici, les Congolais aiment les personnes pragmatiques, parce qu'aujourd'hui, nous voulons consommer, nous ne voulons pas entrer dans les théories. Oui. Si aujourd'hui, les personnes qui suivent cette émission demandaient au professeur Makala, qu'on vous passe la responsabilité du ministère de l'Agriculture, par exemple, quelle serait votre politique à placer pour qu'en urgence, cette question soit réglée? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question parce que... Oui, il faut répondre à cette question pour essayer d'éclairer l'opinion, oui, pour que les téléspectateurs sachent en réalité ce qui est en train de manquer à l'homme politique aujourd'hui pour pouvoir appliquer cela. Oui, ce que je voudrais que vous retiriez de votre question, je ne vous l'impose pas. C'est la partie, et si on vous confiait le ministère de l'Agriculture. Oui. Non, ça c'est une partie publicitaire inutile. Oui. Demandez aux chercheurs que je suis, oui, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, les propositions, pour que notre agriculture... Là, j'accepte. Ouais. Là, j'accepte et je retire cette question comme ça. Je crois qu'on va se comprendre. Nous ne sommes pas dans un débat. Voilà. Je veux ici, dans cet entretien, que vous fassiez quand même des propositions concrètes sur la politique qu'il faut appliquer dans les secteurs du développement. Alors, le concret va aller avec l'actuel. Ok. Avec ce qui devrait se faire actuellement dans la philosophie du peuple d'abord. Premier point, les forces vives de chaque province autour du gouverneur doivent se réunir comme on l'a fait récemment au ministère de l'Agriculture. Les états généraux ne devraient pas se faire au niveau national. Cette conception, cette façon de voir les choses qui prend la priorité des bureaux climatisés, cette façon donc n'amène qu'à des théories, à un vide criant des décisions qu'on prend. Une province X, pour arriver à son plan, organise une réunion, je ne sais pas comment on va l'appeler, où les forces vives, un colloque, conférence, colloque, tout ce que vous voulez, pour d'abord s'informer sur qu'avons-nous comme potentialité, parce que nous parlons de l'agriculture, nous ne connaissons même pas les potentialités, certains ne connaissent même pas les potentialités par province. Elles nous viennent de la FAO, elles nous viennent de la Banque mondiale, mais nous-mêmes, les fils de ce pays, nous ne sommes pas capables de tracer la carte agricole, d'inclure les saisons agricoles, importer une ou pour envoyer dans une sphère où ce n'est pas le moment où il faut faire la culture, c'est des dépenses ridicules. On arrive donc, d'une manière plus concrète, à une conférence agricole provinciale où les paysans, les investisseurs, l'homme politique, tout celui qui est concerné par les problèmes de la nourriture participe d'une manière concrète et active, aboutirait à un véritable plan agricole concerté, avec des indications précises. Et ces indications vont dépasser les cadres d'un mandat politique. Parce que lorsqu'on fait un plan, on n'a pas le souci de dire ça va se terminer, le mandat actuel c'est 2023. Alors non, il faut avoir une vision qui va au-delà de cela au niveau de chaque province. Et non seulement ces forces vives intégreraient la dimension agriculture, développement et environnement, mais aussi tous les autres aspects qui concourent à la réussite de l'agriculture. Aspect école, aspect eau, aspect terre, sol. Donc on aurait, comme dans d'autres pays, tout un document qui peut permettre à chaque
provinces d'acquérir le pouvoir de négociation. On ne va pas l'agréter en disant on a distribué des semences, on a mis des tracteurs, on a créé un projet qu'on appelle tel qui va... Non, ça c'est des répétitions, c'est des sentiers battus. Parce qu'un projet a une... disons, a un trajet, il débute, il atteint son apogée, il part. Mais les ayant droit à ces projets, l'après-projet est-il préparé? Donc, le premier point, pour moi, on va me répondre, mais il n'y a pas d'argent. Mais on connaît cette chanson qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que pour aller à la conférence agricole, il faut qu'il y ait l'argent? Des gens doivent aller se parler. C'est-à-dire qu'il faut une prise en charge. Oui, quelle prise en charge, mon cher? Hein? On voit lors des élections, par exemple, quand on va chercher des voix là, qui prend qui en charge? Il parcourt des distances énormes pour venir donner des voix. Et aujourd'hui, appeler des hommes de bonne volonté pour dire réfléchissons sur le développement de l'agriculture dans notre province. Il faut qu'elle prise en charge. On nous a habitués à nous donner $5, $10 pour qu'on mange, en nous affaiblissant. Alors, on prendrait des associations, mais les associations se prennent en charge. Le paysan, vous pensez que les paysans sont aussi pauvres que je l'ai démontré dans un des livres. Vous essayez d'avoir des problèmes dans un territoire donné, ou alors dans une chefferie, ou parce que là, l'État que nous avons est encore l'État colonial. Quand il y a des litiges, on vient pour arrêter, parfois même pour piller, je l'ai dit, sans crainte d'être contredit. Alors, vous mettez la main sur le fils de ce village pour l'amener à la prison au chef-lieu de la province. Et généralement, ça se négocie en dollars. D'où proviennent les dollars qu'on donne à ceux qui... En vous voyant sourire, évidemment, la caméra ne vous voit pas. Ça signifie que vous êtes conscient que l'argent, il est partout. Moi, j'ai fait des enquêtes pour trouver que quand il y avait des grandes fêtes, quand il y avait des grandes réalisations à faire, le paysan sortait l'argent. Mais je connais l'origine de cet argent. Évidemment, c'est-à-dire la question des moyens ne serait pas un problème. C'est un faux pour organiser ces conférences, pour les colloques qui vont ressortir. C'est un faux problème. Pour des gens qui veulent résoudre les problèmes de leur pays, ils doivent serrer la ceinture et se retrouver ensemble, réfléchir et commencer les actions. Et ces actions génèrent le moyen. On l'a vu. Dans nos villages, là, comment ils vivent? Est-ce que pour vivre, il leur faut toujours des dollars, même si ces dollars viennent là-bas? Je connais l'origine, à une des émissions, je vous le dirai, l'origine de l'argent qu'ils ont. Nous allons progresser. Mais alors, vous m'avez dit organiser des conférences ou des colloques. Mais l'essentiel, ce n'est pas organiser cela pour rien. Que pense-t-elle, qu'a-t-il comme possibilité? Comment pense-t-il contribuer dans tous les domaines? C'est des questions qu'il faut poser dans le colloque, dans la conférence. Et on va résoudre déjà le problème rien que par la connaissance et l'information. Regardez par exemple, je me suis retrouvé, excusez-moi de vous dire, vous donner cet exemple, en Afrique du Sud, pour les négociations sur le projet, pour le plateau Bateke. J'étais accompagné de mon secrétaire général. La première question qu'on nous pose, c'est... par les partenaires sud-africains, c'est quelle est la vision que vous avez de votre agriculture? Première question. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement provincial peut donner la vision tracée pour l'agriculture en province? La deuxième question, avez-vous ici les potentialités au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, et de façon à ce que nous puissions tracer de véritables projets? Eux, ils ont pris l'ordinateur, ils ont fait la géolocalisation, ils ont commencé à nous informer sur les plateaux Bateke, là où on pouvait investir pour l'agriculture, là où on pouvait... Alors des choses que vous-même, vous n'avez pas... Voilà, on peut numériser nos potentialités en province à travers les colloques. Les colloques, ce n'est pas pour aller faire le politicien, parler pour ne rien dire, haranguer les foules. C'est prendre des gens qui ont non seulement cette vision, je reviens sur ça plusieurs fois, mais qui peuvent être capables de dire, concernant les domaines de l'élevage, voilà nos potentialités, voilà les prairies que nous traçons, voilà le nombre de têtes qu'on peut avoir pour autant de... Donc, rien que
discuter sur des choses concrètes que vous avez demandées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos enfants se faire tuer dans les mines. On envoie nos enfants qui sont affamés, on leur donne des fusils pour détruire notre pays, alors qu'il y a mieux à faire. Alors, après le colloque, on ne se met pas le gouvernement, il intègre ce qui est faisable dans un budget. Budget, c'est annuel. Il peut être triennal. Et budget d'investissement peut être au-delà de... Il peut être décennal. Oui. Mais la tranche annuelle pour l'agriculture est égale à ce qu'on a trouvé ensemble. On peut avoir des données numériques qui vous permettent de négocier avec les gens qui sont très avancés dans la production du secteur, qui viennent investir. Nous allons demander à la Banque mondiale, on nous donne autant de millions qui s'engloutissent dans la bureaucratie, mais qu'on met rarement là où on peut produire pour nourrir la population, parce que nous n'avons même pas de données quantifiées qui nous permettent d'arriver à dire l'argent que nous avons mis ici, on va acheter autant d'intrants, et ces intrants, une fois achetés, vont produire autant, et quel est le marché où on va écouler, comment on va consommer. On n'a même pas tout ça, mon frère. Et 60 ans après. Voilà ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de politique agricole. Voilà, il n'y a pas de politique agricole. Je pense que les gens qui suivent cette émission peuvent résoudre aussi avec moi la même chose. Mais professeur, parce que il nous reste quelques poussières de minutes avant de chuter, je veux ici qu'on parle maintenant de votre vision. Quelle vision vous avez pour l'agriculture de notre pays? Est-ce que vous pensez, vous avez peut-être soit délimité le temps, si aujourd'hui on vous donnait les moyens, les possibilités de mettre vos stratégies en place pour nourrir la population congolaise, est-ce que vous avez essayé de voir les capacités de l'État congolais à pouvoir subventionner ces secteurs-là? Parlez-nous un peu de votre vision sur ça. Mais Jean-Luc, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes en train de me poser des questions en me donnant des solutions. On va dire qu'il y a complicité parce qu'il lui parle des visions, il lui demande la capacité, il veut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait tout ça. Prioritairement, je ferme les yeux, je vous dis, oubliez ces problèmes de moyens, parce que c'est devenu anachronique. Parce que les moyens chez nous, on les voit toujours en termes de il n'y a pas de moyens. Et quand on dit il n'y a pas de moyens, on pense aux moyens financiers. Dans le langage un peu plus courant, on dit moi je n'ai pas de moyens, ça dit que je n'ai pas d'argent. Or, il y a les moyens humains, il y a les moyens matériels, et puis les moyens financiers. La combinaison, même si vous ne voulez pas aller dans ce qui est théorique, l'homme, avec toutes ses capacités, au Congo, notre population est à plus de 70% jeunes. Donc nous avons cette capacité. Ce qui manque, c'est canaliser vers l'enseignement et la formation. Et pas nécessairement la formation diplômante. Il y a la formation pratique. Je ne vous ai pas encore parlé de ma vision, mais je vous donne un peu de cas qui traduisent cette vision. Je suis allé dans un pays où on prend un ménage qui n'a jamais été à l'école. On l'affecte dans une plantation. Les ingénieurs montrent à ce ménage comment planter la tomate et suivre l'évolution, cueillir la tomate, la transformer et l'amener sur le marché. Et ce ménage devient riche. On a évidemment besoin des grands concepteurs, des agronomes, des médecins vétérinaires et tout et tout. Mais nous avons là un triangle renversé. À la base, on ne les trouve pas. Ils sont tous à Kinshasa. Alors, il faut l'homme. Et cet homme, agronome, il doit être affecté comme on affecte les militaires. Parce qu'il doit aller vulgariser, encadrer, porter le message, soutenir la production. Vous ne l'avez plus, hein, depuis des années et des années. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Cet homme est capable, en fonction de sa formation, de dire aux paysans qui ont déjà la science que c'est ici on peut produire mieux que de l'autre côté. Des idées concertées. C'est ici on peut mieux pêcher que de l'autre côté. Des idées concertées arrivent à produire. Et cet homme ne demande que son maigre salaire, sa prise en charge et ce qu'il lui faut pour vivre dans des communautés de base. Mais c'est pourquoi il faut accepter cette question des moyens que vous voulez ignorer ici. Que coûtent les fonctionnaires de l'État à la République?
par rapport à d'autres personnages. Est-ce qu'il y a équilibre? Il n'y a pas équilibre. On pourra parler du budget agricole plus tard. Oui. Je vois que vous êtes pressé parce que vous m'avez posé une question sur la vision, je risque de ne pas y répondre. Je vous ai dit, on peut mettre ensemble, on peut combiner l'homme, et ça s'appelle en économie facteur de production. Nous avons des terres fertiles. L'exemple que j'ai évoqué du paysan du Congo central, de Kinshasa, de l'Équateur, nourrissant la population quinoise. Mais c'est parce que la terre est très fertile. Avec des instruments rudimentaires, on arrive à produire davantage. Ces moyens déjà résolus par lui-même, ce qu'il lui faut, c'est l'encadrement. Oui. Sa science, confrontée à la science de l'agronome, peut faire des miracles. Les moyens peuvent être mis dans l'évacuation. Vous savez, je vais encore me référer au passé de ce pays. Nos parents, nos grands-parents nous racontent qu'on pouvait quitter Kinshasa à vélo avec des lettres de l'administration arrivées à Lubumbashi. Oui. Mais ça s'appelle route de dessert agricole. Et les mauvaises politiques conçues, c'est de prendre le fermier de Kinshasa, ceux qui prétendent être des fermiers ou des hommes politiques, disons plutôt des hommes politiques de Kinshasa, de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent en province faire des routes. Alors qu'en province, on a besoin il faut qu'on renverse la façon de voir les choses. Oui. C'est évident que les routes de dessert doivent exister, mais ces routes doivent être faites par nos villages, nos chefferies, avec de kilométrage et calibrage précis. Aujourd'hui, les routes ont disparu, alors que c'était l'une des compétences des chefs coutumiers qui sont méconnus, des paysans qui sont méconnus et des personnes qui distinguaient à une époque donnée l'agriculture vivrière et l'agriculture pérenne. Alors, l'État a besoin du coton, il a besoin du café, parce que ça doit être transformé, produit pour l'exportation. L'État a besoin de nourrir la même population et la sédentarise. On amène les produits manufacturiers et ces producteurs restent sur place, ils trouvent tout ce qu'il faut dans les centres extra-coutumiers. Ça n'existe plus. Et on va inventer la route, tout le monde vient en ville. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses que vous posez à travers votre question. Oui. Et il y a un autre coin. Je parlais de l'homme, je parlais du sol, j'ai mis les moyens financiers qui doivent aller là où il faut produire. Moi, je vous donne un exemple facile. J'ai lu dans les journaux, je m'intéresse à ce secteur parce qu'il fait partie, comme vous l'avez remarqué, de mes recherches. On a dit que Bokangalonzo avait quand même produit et qu'il y avait des maïs qui pourrissaient. Mais vous me dites, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème? On va mettre l'argent au budget et immédiatement on donne au ministère. Et l'IGF viendra après. Non, ça c'est l'inverse. L'argent, une fois mis, on aurait pu mettre des paysans dans leurs associations de commerçants du secteur agricole, dans leur communauté. Toutes les personnes qui peuvent accéder moyennant, en passant même par banque, pourquoi pas? Pourquoi vous devez prendre l'argent de l'État, donner au ministère, où les fonctionnaires sont payés tels que vous connaissez? Vos émissions peuvent aller à l'étranger. Moi, je ne veux pas donner le salaire du fonctionnaire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a plus facile avec l'actuel Premier ministre. L'argent vient, c'est pour évacuer le maïs qui pourrissait. Et on pouvait mettre à contribution juste un montant pour aller trier les semences par des services spécialisés dans le domaine. Quant à l'évacuation, évacuer signifie commercialiser. On donne des facilitations au groupe de paysans, au groupe de commerçants, aux mamans maraîchères qui vont accéder à cela à des prix non compétitifs et qui viennent vendre moyennant la taxe. On aurait gagné plutôt que prendre de l'argent frais. Comme je vous ai dit, quelqu'un est arrivé au gouvernement
il était peut-être charpentier, il faut que quand il s'affronte à quelque chose, qu'il utilise le marteau. Vous comprenez? C'est très important. Mais oui, mais regardez cette critique-là. Hein. Oui. Je ne vous dispute pas la parole. Oui. Regardez une façon d'agir qui dénote de l'absence d'une vision. Est-ce qu'il y a eu de maïs? Oui. Est-ce que ces maïs pourrissent? Oui. Comment nourrir la population? Mais on intéresse les minoteries. Les maïs sont là. Vous pouvez les avoir à peu de frais. Les mots crédit, nous ne l'avons pas. Pourquoi? Pourquoi cette subvention ne passe pas par nos banques commerciales? Est-ce qu'il est interdit dans la loi financière qu'une subvention, une ligne de crédit soit ouverte dans une banque rien que pour la campagne d'évacuation de maïs? N'y accède que la personne qui remplit certaines conditions de manière à sécuriser les fonds de l'État. Non, on va chez le comptable, on loge l'argent, le lendemain. Moi, je ne sais pas ce que cela est arrivé, mais toujours est-il que Kinshasa n'est toujours pas inondé avec le maïs. Mais pour faire les trompe-œil, on dit que les gens sont en train d'acheter les maïs venant de Kanyama KCC. Vous avez vécu, non? Nous avons vécu ça. Vous l'avez vécu. Je peux terminer ce chapitre? En 1 minute. Oui, mais les maïs de Kanyama KCC viennent faire quoi à Kinshasa? Parce qu'il y a le Dekasa et le Katanga. On ne peut pas produire la même chose au niveau du plateau Bateke pour le Bandundu, Kinshasa. C'est tout ça qui me fait dire il n'y a pas de vision dans ces domaines. Et il n'y en a pas. Merci beaucoup, professeur. Vous qui aimez le chant, nous allons parler très prochainement de cette vision-là. Et puis, aussi, voir la nécessité et les priorités. Est-ce que le secteur agricole et développement rural est prioritaire aujourd'hui pour la société congolaise, vu les enjeux de l'heure? Absolument. Je l'ai dit la fois passée aussi, ou ailleurs. Oui. Trop peu de pays, peut-être on cite le modèle coréen qui s'est développé sans passer par l'agriculture. Quand vous prenez la Belgique comme la France, c'est des pays essentiellement agricoles malgré leur industrialisation. Les États-Unis n'ont jamais abandonné de grandes concessions agricoles. Et revenons au Congo. L'Union minière de Haut-Katanga, c'était une entreprise construite à partir de l'agriculture. Ah, vous êtes jeune, vous ne savez pas. Moi, j'ai lu. Et il y avait, avant d'arriver aux mines, c'était d'abord les champs et les plantations. L'habit vient d'où? Du coton et du champ. Du champ. Toutes ces choses viennent du champ. Aujourd'hui, on vous balance le coltan, dont on connaît ni les tenants, les aboutissants. Et à la fin, nous les chercheurs, on dit, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Professeur Patrick, cet entretien était de 45 minutes. On a débordé. Les téléspectateurs sont très contents de savoir que vous êtes très disponible à répondre à ces questions pour ouvrir l'esprit, sensibiliser aussi et puis encourager surtout les gens qui doivent travailler dans ces secteurs à s'impliquer pour pouvoir parvenir au développement. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de répondre toujours présent. Jean-Luc, c'est moi qui vous remercie. Et on va continuer. Merci. Il faut donner l'information. Oui. Et là où on remarque que ce que nous disons, c'est pas ça, on peut nous le contredire par nous écrire. Oui. Par exemple, on fera en sorte que vous puissiez donner notre boîte mail. Oui. Et que tous vos coordonnées seront inscrits au bas du petit écran. De façon à ce que les gens qui s'intéressent à ce secteur peuvent nous poser un certain nombre de questions et compléter, pourquoi pas, nos idées, de manière à ce que le gouvernement puisse s'en approprier et faire avancer le pays. Merci beaucoup, professeur. Vous qui suivez cette émission, vendredi, il est 13h, samedi, il est 16h. Restez branchés sur Canal Numérique Télévision pour le camp de l'entretien. Et c'est avec le prof Patrick Makala qui nous parle du secteur du développement rural et du secteur agricole. Bonne suite de programme sur Canal Numérique Télévision. Bye bye.
esengi biloko te samba esengi nyama te mai esengi mbisi te kasi tozali kolia te